Avec Jean-François. Et Jean-François est quelqu'un que j'ai rencontré au DBF, comme beaucoup de mes guests. Et il a accepté de passer sur French American TV. Donc, nous sommes ici au Cathedral Hotel de San Francisco. Jean-François, merci beaucoup d'accepter de passer. Donc, comme tu sais, c'est un programme pour la communauté française, c'est ce programme ici. Et donc, c'est juste pour écouter un peu le français, donc c'est juste pour te mettre à l'aise. Tu saches que c'est rien de commercial. On ne va pas faire de bruit pour ta compagnie, c'est juste pour, disons, peut-être qu'en parlant, tu pourras donc je vais d'abord peut-être commencer par te présenter qui tu es. Tu es un Français qui est depuis combien de temps aux États-Unis? Là, ça fait depuis le début de l'année. Oui. Mais ça fait 7 ans que je fais des allers-retours entre la Bay Area et Paris. Oui. Et donc cette fois-ci, je suis installé pour de bon. Tu as décidé de venir ici faire ton permanence. Oui, tout à fait. De vivre. Oui. Et peut-être que ta femme voudrait aller vivre en France. Mais on en discute. On a d'accord. discuté aujourd'hui. On est sur chapitre Californie, San Francisco, Silicon Valley, Startup. Donc c'est la page de vie qu'on vient de tourner. Oui. Donc on est là pour un moment. Donc elle a peut-être déjà vu la France, c'est ça? Oui, on a vécu 3 ans à Paris ensemble. Donc elle connaît déjà. Elle connaît déjà. D'accord. Donc tu as commencé donc comme étudiant aux États-Unis. Oui. J'ai fait 1 an d'études à l'université de Berkeley. Ouais. Et qu'est-ce que tu étudiais? J'ai fait un Master of Science de recherche opérationnelle. C'est des maths appliquées à plein de choses, pour faire simple. Et aussi un programme avec la A School of Business, un programme avec des étudiants de MBA sur l'introduction de nouvelles technologies sur le marché. J'ai fait tout ça pendant 1 an. Ouais. Et c'est une année qui était vraiment extrêmement riche. Tu es allé dans la Silicon, etc. Ouais, j'ai découvert les États-Unis, j'ai découvert la Californie, j'ai découvert Berkeley, San Francisco et tout ce qu'il y a derrière culturellement. J'ai découvert la richesse et la diversité culturelle. Et ça t'a plu? Et ça m'a beaucoup plu. Ouais. J'ai passé vraiment une année inoubliable. D'accord. Et où tu habitais avant, il y avait quand même de la diversité ou il n'y en avait pas autant? J'habitais avant, tu veux dire en France? Oui. Il y a un autre type de diversité qui est beaucoup moins exprimée. Disons qu'il y a une sorte de modèle unique dans lequel tout le monde doit appartenir. Tandis qu'ici, chacun a son propre modèle, sa Et tout le monde propre façon de s'accepte. faire, et tout le monde s'accepte. C'est un peu différent, c'est ça? D'accord. Les gens ne sont pas obligés de se conformer complètement. Tout à fait. En particulier, en tout cas, je pense à Berkeley et à San Francisco. Il y a le concept de communauté qui est présent partout aux États-Unis. Oui. Des fois, on prend ça comme un travers parce que les gens ont tendance à être entre eux. Oui. Mais à Berkeley et à San Francisco, je pense, il y a un brassage et une diversité incroyable. Il n'y a qu'à regarder les restaurants, par exemple. Oui. À Paris, on ne va jamais trouver un Vietnamien, un Thaïlandais, un Coréen, un Cambodgien, etc. Ouais. Évidemment, ce sont des cultures différentes. Ce sont des cultures différentes avec des cuisines différentes. Et ici, on aura tout ça. C'est vrai. Et aussi, la ville est répartie en sections. Disons la section latine, la section japonaise, chinoise, sud-américaine, et puis Noé Valley qui est un mixte français. Donc, il y a quand même une division dans la ville même, où les gens se regroupent. C'est vrai. Donc je ne sais pas si... Il y a, je crois, quelques quartiers comme ça en France, les quartiers nord-africains ou les quartiers chinois. C'est vrai. Un peu se regroupent. C'est vrai. Et finalement, quand on regarde ça en France, la division des quartiers, quand il y a effectivement de la diversité, c'est essentiellement des quartiers par classe sociale. Ah, c'est plutôt par classe sociale que par ethnicité. Si on regarde la région parisienne, par exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, souvent les villes et les départements, finalement, c'est une question d'appartenance à une classe sociale, de pouvoir d'achat, si tu veux, qui fait que... payer le loyer. Et ensuite, les choses s'organisent de la manière dont elles se font, mais ensuite, tu peux regarder les statistiques et dire qu'ici, il y a plus
plus de gens d'une certaine classe. Ouais. En fait, il y a ça aussi. Il y a un peu ça aussi, c'est-à-dire nous, on a le Pacific Heights qui est l'upper class. Ouais, c'est vrai. Et c'est surtout des blancs. Ouais. Ça te dit déjà que les blancs ils ont plus d'argent. Oui, bah ça, statistiquement. Statistiquement, c'est-à-dire du point de vue économique et du point de vue du quartier. Ouais, ça marche des deux côtés de la Ça chose. marche des deux côtés là. Ouais. Ouais. C'est pas une question d'ethnicité, mais comme c'est une question économique, on s'aperçoit que du point de vue économique, c'est surtout les blancs. Ça, c'est une bonne remarque que j'ai jamais fait. Par contre, comme tu dis, des fois, les hispaniques, même s'ils sont bien, ils ont de l'argent, ils vont rester avec les hispaniques. C'est vrai, on observe ça beaucoup. Pour moi, c'est pas un contexte social que je rencontre beaucoup. J'habite dans la mission, entre Mission et Noé-Vallée, en fait, Guerrero. C'est un peu la frontière. Et donc, c'est des... la Suburban America, c'est pas quelque chose forcément que je côtoie tous les jours. Donc moi j'ai plutôt une vie riche, populaire, diverse, avec plein d'événements culturels auxquels j'aurais pas forcément accès si j'étais en France. Donc c'est vraiment super positif. Donc le quartier où tu es officiellement, c'est Noé-Vallée? Bah, officiellement c'est entre les deux, donc suivant... tu vas d'un côté ou de l'autre? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. D'accord. Et donc je voudrais peut-être faire un switch et parler un peu plus de ce que tu fais ici maintenant, que tu as fini l'école. Donc tu travailles dans une start-up, c'est ça? Voilà, en fait je lance et je développe un nouveau concept de place de marché de la location qui s'est lancé en Europe, en France et en Belgique le mois dernier et qui vient de se lancer cette semaine aux États-Unis. Et donc moi je suis responsable de lancer, de promouvoir, de faire connaître, de développer. Donc tu vas passer autant de télévision que possible? Je vais passer autant de télévision que possible. D'accord. Bon là c'est un peu particulier parce que c'est pour la communauté française. Oui. Mais tu vas le faire en anglais dans notre chaîne sûrement? Je vais le faire en anglais. Normalement j'ai un reportage, je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est jamais sûr complètement à l'avance, bon, je ne sais pas si c'est confidentiel. Mais on va faire une petite story lundi prochain sur la BBC7 News. Ah bon, j'espère que ça va se faire, ça va être sympa. Oui, de toute façon, plus tu te fais connaître, plus ça va de bouche en oreille. Si tu dis à quelqu'un je suis passé à 7, donc 7 de la 5 te veut. Voilà, ouais. Donc parce qu'ils sont... J'espère que ça va faire un temps d'entraînement. Mais même si tu n'es pas passé sur 7, dis je vais passer sur 7. Donc eux, ça va ouvrir une light bulb et ils vont dire oh, oui, on veut donc. Même si tu même si c'est pas encore confirmé que tu es passé sur la 7. En tout cas, c'est vraiment une expérience passionnante en tant que Français. J'ai eu des expériences d'entrepreneuriat en France avant de venir. Et là, de se retrouver responsable d'un projet, de le lancer complètement dans la Silicon Valley sur un concept qui touche vraiment les gens, puisque c'est de la location personne à personne, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Donc, de tout objet, ça peut être un laptop, ça peut être une caméra. Ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est tous les objets dont on n'a pas forcément l'usage tous les jours. Mais pourtant, on les a parce qu'on les a achetés, on en a eu besoin à un moment. Et ça peut être de particulier à particulier ou... Oui, c'est ça. En fait, la nouveauté du concept, c'est justement de promouvoir la location de particulier à particulier au sein de la même communauté, parce que tout est géolocalisé avec une carte qui nous indique quels sont les membres et quels sont les objets qui sont mis en location. Mais tout peut être vraiment mis en location. Et c'est le consommateur qui, enfin les deux parties qui décident du prix? C'est la personne qui met en location, donc le propriétaire, qui décide du prix journalier. Donc en général, ce sont des objets du type un vélo, une raquette de tennis, un toaster, une caméra par exemple. Mais est-ce que vous leur donnez des suggestions? Pour une caméra, ça devrait être tant, un vélo, ça devrait être tant par exemple. Parce qu'il y a des gens qui disent, je me demande combien je devrais louer ça. C'est difficile aux consommateurs parce que ce ne sont pas des business. On a beaucoup réfléchi à la question et ce qu'on trouvait le plus sympa en fait c'était de laisser la complète liberté aux gens de fixer leur prix, sachant que de toute façon ils peuvent voir sur le site les autres caméras, combien elles se louent, ça leur donne une idée, etc. Mais tu vois, pour quelqu'un, pour un particulier, s'il va mettre en location, par exemple, son kit de fond de la raclette,
il ne va pas essayer de se faire de s'en faire un business. Oui, bien sûr. Donc ça va être souvent 5 dollars ou 10 dollars la journée. Et puis ensuite, et puis est-ce que ça vaut le coup de l'apporter, de le reprendre? Probablement pas. Bah, pour le propriétaire, il n'a pas à l'apporter, à le reprendre. C'est l'autre qui va venir le chercher. C'est le locataire qui va venir. Il y a tout un système qui permet de choisir quelle date tu prends et quelle heure tu rends. À quel prix, est-ce qu'on impose la location, quelle va être la caution, est-ce qu'on fait une caution par PayPal, ou est-ce qu'on va faire... Mais il y a tout un système qui permet que tout soit prêt au moment où et vous n'êtes responsable d'aucune perte. Et nous, on n'est pas forcément, nous, on n'est pas responsable de la perte parce qu'on met les gens en relation et on met aussi en place le cadre de la relation puisqu'on leur propose un contrat, etc. qui va régir. Mais c'est pas toi la compagnie qui est responsable. Non, je ne suis pas Hertz qui loue la voiture voilà, et qui doit prévoir donc ils font un contrat disant que tu n'es pas responsable. Entre eux, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. On les met en relation. Donc c'est sympa parce qu'on parlait de communauté tout à l'heure. Oui. On avait commencé de discuter. Et pour moi, c'est un concept qui est vraiment intéressant, qui regarde les choses aussi dans une communauté et où les gens doivent forcément se faire confiance. Parce que on peut être propriétaire d'un certain nombre d'objets, mais si on met en commun finalement un certain nombre de ressources au sein de sa communauté, on peut penser immeuble, on peut penser quartier, tout d'un coup on peut faire beaucoup plus de choses. Est-ce qu'on peut mettre au service de quelqu'un un service? Alors un service, ça c'est quelque chose pour lequel aujourd'hui on ne met pas encore dans les catégories parce qu'effectivement c'est différent et ça fait intervenir plus de choses, de responsabilités. C'est un peu plus compliqué, mais on s'occupe des biens essentiellement. Parce qu'un bien, il devrait être un bien assez élevé pour que les gens sollicitent de le louer plutôt que de l'acheter. En fait, c'est pas tant la valeur intrinsèque du bien, c'est le fait que c'est un bien dont à un moment donné tu vas avoir besoin pour une utilisation ponctuelle, c'est le fait que tu en aies vraiment besoin. J'ai un copain qui vient me rendre visite, donc je joue au tennis, j'ai qu'une raquette. On m'invite à un tournoi de disc golf, j'ai pas de disque de disc golf à San Francisco, où je veux faire une soirée à raclette, j'ai pas assez d'appareils à raclette, donc j'ai besoin d'en louer un tout de suite, si tu veux. Et là, tout d'un coup, on a accès à une infinité, c'est un peu la longue traîne de long terme de la location, à une infinité de biens qui permettent d'avoir beaucoup plus de possibilités. Donc quelqu'un peut par exemple louer ma caméra, mais pas nécessairement la caméra même. Et pas forcément la caméra. Non, pas aujourd'hui. D'accord. Ouais. Vous ne vendez pas les services avec l'objet. Pas pour l'instant. Non. D'accord. Est-ce que donc maintenant le site est public, si je comprends bien? Oui. Et il est en anglais et aussi en français, c'est ça? Il y a un site français qui a été lancé le mois dernier aussi en Belgique. Et il y a le site américain qui a été lancé cette semaine. Et c'est basé sur le même concept. C'est basé sur exactement le même concept, mais c'est régionalisé. Donc c'est un site traduit en fait. C'est un site traduit, mais la traduction c'est le point de départ. Et ensuite, les objets qui vont intéresser les gens et la manière dont ils vont avoir envie de se servir du site et qui vont faire évoluer le site en fonction, elles vont être peut-être différentes culturellement. Par exemple, je te parlais de disc golf tout à l'heure. Je connais personne encore en France qui joue au disc golf. Pourtant ici c'est quelque chose de super intéressant. De la même manière, le roller est beaucoup plus populaire à Paris qu'il ne l'est ici. Donc les choses vont évoluer organiquement en fonction de ce que les gens veulent. Et donc ils peuvent upload des photos de la presse. Tu peux faire un petit photo digital et photo digitale, et puis si c'est un objet bateau, tu peux faire Google Images. Est-ce que vous faites aussi les grands objets comme les yachts? Oui, écoute. Alors c'est là où c'est rigolo, c'est qu'on peut vraiment pouvoir proposer n'importe quel objet. Donc ça peut être un bateau. Ça peut être un bateau. Et ça peut être un avion. Ça peut être un avion. Ah, c'est pas limité comme objet. D'accord. On peut faire des choses les plus ouvertes possible. Mais alors pour un avion, on fait des permis, tout ça, non? Enfin, il y a des trucs légaux. Eh bien, au risque de surprendre qu'on n'a toujours pas trouvé de propriétaire d'avion qui va le mettre pour location pour quelques jours. Oui, mais il faut dire que la personne qui loue l'avion a un permis de conduire. Mais voilà, il y a des petites choses à regarder comme ça.
par exemple, dans les différentes locations de véhicules, pour transporter un certain nombre de personnes, il faut des permis spéciaux. Donc ça, c'est des choses Et aussi, il y a des assurances qui disent que si tu donnes la permission à quelqu'un de conduire ton auto, ton assurance couvre la personne. Donc il y a des assurances pour la personne à qui tu donnes le don. Des fois, il faut te donner une identité et le numéro de permis de conduire de la personne. Des fois, tu as une assurance en fait, qui te permet de faire conduire n'importe qui. Voilà. Donc, la personne, donc ton auto est assurée sous ton assurance parce que c'est la nature de ton assurance. Je ne sais pas si ça existe en France. Et le premier mois en France, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le premier mois, on a eu beaucoup d'échos positifs évidemment. Parce que j'avais fait un bon marketing. On a fait pas mal de communication et c'est en fait un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Tout le monde dit ah c'est une super idée, il y a un blog récemment qui nous a classés dans les killers startups, etc. L'idée, le concept est vraiment intéressant pour les gens, donc tout le monde s'y intéresse. On a eu des passages sur radio, je sais pas, Nostalgie, sur la télé à Télévision. Tu peux louer une chambre aussi si tu es en vacances? Oui, avec Breakfast. Si tu pars en vacances pour une semaine et que tu veux louer ta chambre une semaine, c'est bon. C'est possible, ouais, c'est possible. On n'est pas du tout spécialisé dans l'immobilier. D'accord, mais effectivement, on a prévu ça dans les options du site. Donc, il n'y aura pas de trade de personne. Ouais, non, aujourd'hui c'est ça. Parce qu'il y a une profession ici qui s'appelle rent husband. C'est quelqu'un qui fait tout dans la journée. Tu loues un mari, un coach assistant personnel. Un assistant personnel, quelqu'un qui fait un peu de tout. Donc ça c'est plutôt un service. Ouais, ça ce sera plutôt un service. Mais pour l'instant on essaie de dissocier les biens des services et puis en fonction de ce que... Et il s'appelle comment ce site? C'est Zilog. Et Zilog, comment ça s'écrit? Parce que c'est la deuxième question. zilok.com. Ah d'accord. Zilog. Parce qu'il y avait Zilog avant. Il y avait Zilog, il y a Avec Zillow, il y a plein de... C'est assez dur finalement de trouver un nom de domaine sur internet relativement court et catchy qui soit pas... Donc vous avez changé juste la dernière lettre, c'est K. Ah non, on n'a pas du tout fait ça en fonction de Zilog. C'est quelque chose qui était... parce que c'est location en lot. Il y a pas mal de manières d'expliquer le truc. La manière qui me plaît pas mal aux États-Unis... Est-ce que c'est le même mot en France? Oui, absolument. C'est le même mot dans partout. C'est le même nom de domaine. Donc c'est pas une traduction. Non. Log, bon, c'est location. Et Z, de A à Z. En réalité, c'est un nom abstrait. Qui est un peu catchy. C'est comme DBF, ça veut rien dire et tout le monde demande. Voilà, ouais. C'est un sujet de conversation. Exactement. Moi, quand on me demande qu'est-ce que ça veut dire DBF, je leur dis des mots français. Donc Zilog, qu'est-ce que ça veut dire Zilog? C'est ça que ça veut dire Zilog. Au bout d'un moment, on a dit 5 fois Zilog en 1 minute et les gens s'en rappellent. Mais l'histoire que j'aime bien raconter, c'est qu'on dirait que c'est un Français qui essaye d'expliquer le concept à un Américain, mais qui s'y prend comme un pied. C'est Zilog, tu loues, c'est Zilog. Voilà. Et si la personne ne rend pas l'objet, donc elle peut doubler le prix jusqu'à quand l'objet est rendu. Voilà, il y a un prix journalier. D'abord, on se met d'accord sur combien de jours, etc. C'est comme quand tu loues une vidéo. Ouais, c'est ça. Et dans le contrat, il y a disposition, qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a la caution. Donc, suivant ce qu'on... Si la personne est en retard, donc l'autre il appelle un client. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a effectivement un calendrier qui permet de dire, voilà, l'objet il est disponible de telle date à telle date, là quelqu'un l'a déjà pris, là je m'en sers pour mon usage personnel, etc. Il faut mieux que tu me le retournes. Il vaut mieux le rendre au moment. Attends. Et si la personne ne le fait pas, il y a pénalité. Il y a pénalité, alors on peut les définir comme on veut, mais en général, ce qui est fait, c'est relativement simple. Soit les gens s'appellent et se mettent d'accord, et s'ils ne sont pas d'accord, le propriétaire encaisse la caution, c'est fini. Ah oui, il y a une caution. Il y a une caution toujours. Enfin, c'est à la discrétion des gens, mais en général... Mais c'est payé par PayPal ou par crédit? Pour la caution, il y a plusieurs solutions. C'est soit cash, soit chèque, soit si les gens ont peur que le chèque soit pas provisionné, il y a aussi PayPal ou carte de crédit. Enfin, il y a différentes solutions. Parce que chèque, c'est pas très fiable. Chèque, ça reste un petit bout de papier. Alors, les gens ont plus ou moins confiance en chèque
Non, parce que moi, on m'a donné un chèque il y a 2 semaines et puis il est parti. Donc, j'ai plus confiance au chèque. Je veux dire, à moins que je connaisse la personne, je n'ai plus confiance au chèque. C'est parce que d'abord, peut-être c'est pas de la personne, la faute de la personne a oublié d'ajouter de l'argent au bon moment. C'est retirer de l'argent par ailleurs aussi. Et mais ou la a oublié d'écrire un chèque. Mais enfin oui, le crédit card c'est beaucoup plus reliable. Ouais. Et la notion de confiance, effectivement, c'est primordial pour nous parce qu'on a besoin que les gens se fassent confiance. Et donc les systèmes qu'on a mis pour que les gens puissent se faire confiance, il y a un système de notation. Donc on va évaluer les transactions qui ont été faites auparavant. Il y a aussi un système de vérification par ton téléphone portable qui permet d'identifier uniquement ton numéro de téléphone et vérifier que c'est pour toi. Et tu peux en plus, si tu veux que les gens te fassent encore plus confiance, mettre sur le site un scan de ton permis de conduire, ça se fait beaucoup ici, ou ta carte d'identité. Donc ça, les gens savent qui t'es, tu vois. Ouais, au cas où tu ne rends pas la caméra, ils ont ta carte d'identité. Ah, ça c'est une bonne idée pour les objets tout à l'heure. Ok, donc j'ai un peu compris le concept. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser moi-même. Mais tu pourrais me louer ta caméra, elle a l'air vachement bien. Non, mais j'en ai besoin tout le temps, moi. D'accord. Non, mais j'en ai d'autres, donc d'accord. Je sais pas, je suis en train de préparer une autre, et puis, ouais, il faut aussi que quand la personne rend l'objet, qu'elle soit dans le même état où tu l'as pris. C'est ça? Il y a quelque chose là-dessus? Oui, alors ça c'est prévu dans le contrat. Et puis il y a aussi une question de consommable. Par exemple, si je te loue une imprimante et qu'elle me revient avec les tonnerres vides, il faut prendre ça aussi en compte. Donc tout ça c'est dans le contrat et on définit le prix de remplacement des consommables, les choses comme ça. Au final, c'est une transaction de personne à personne. Et donc on sait exactement ce qui va se passer. Par exemple, j'ai mis en location ma planche de snowboard là. Bon, si tu veux, quand il n'y a pas beaucoup de neige, souvent tu prends un caillou, ça fait que la surface se raye. C'est pas grave, tu vas au magasin de surf, tu leur fais un refart. Je sais pas, tu refartes ta planche. Tu la polis. Voilà, donc je précise, si tu l'habilles, il n'y a aucun problème, par contre tu n'arrives pas. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Mais s'il fait tomber la caméra et qu'elle est bloquée, c'est lui qui paye la réparation. Voilà, c'est ça. La réparation, ou alors une nouvelle, ou alors tu prends la caution. Tu prends la caution et tu peux acheter une autre pendant que l'autre est en train d'être réparée. Voilà. Mais l'idée c'est que nous on fournit tous les outils pour que tout ça soit prévu à l'avance. Parce que ce qui est important c'est que ce soit prévu à l'avance. Sinon ça devient un imprévu, on ne sait pas comment le gérer et ça peut générer des conflits. Et si tout est prévu à l'avance, c'est comme dans un couple. Vous avez déjà tout prévu. On essaye de tout faire prévu. Premarital contract. Exactement, ouais. Et ça me fait penser, on a commencé à discuter de mon expérience quand je suis venu ici et Berkeley, les études à Berkeley. Et ça m'a fait penser à un sujet justement qui serait intéressant pour utiliser le Zilog, qui sont les livres de cours. Parce qu'à la différence d'en France, aux États-Unis, le budget pour acheter des bouquins de cours, c'est énorme. C'est 5 000 $ par année par élève. C'est vrai, il vaut mieux les louer. Ouais. Il y a toutes les assos Tu as déjà approché Berkeley? Il n'y a pas encore, mais je viens de voir sur un site internet. Le problème, c'est que les livres changent chaque année. Oui, mais ça fait exprès en fait. Ça fait marcher quand même. C'est ça, les publishers, ils vont rajouter un petit add-on, ils vont mettre un CD. Et ils changent la couverture. Ils changent la couverture ou pas, ils vont juste changer le numéro d'édition. Et les profs suivent un petit peu ce système-là, ce qui fait que chaque année, on ne peut pas aller à la librairie et prendre un livre d'occasion. C'est difficile. Le marché est très tendu sur l'occasion. Mais si quelqu'un, par contre, décide de ne pas prendre un cours et drop place, donc là, il peut louer le livre. Ou le revendre. Le livre qu'il a, ou le revendre. C'est comme il veut. Et souvent, il y
il y a beaucoup de gens, et moi je fais partie de ces gens-là. Le bouquin, je sais que j'en aurais pas besoin dans les 6 mois ou l'année qui suit, mais j'ai quand même envie de le garder parce qu'on ne sait jamais plus tard. Il y a une petite valeur sentimentale qu'on a étudiée sur un bouquin. On a quand même un petit attachement. C'est pour ça que la location c'est sympa, parce que ça permet in fine de récupérer le bouquin et qu'on a mis 120$ pour acheter un bouquin, on est content de pouvoir récupérer 50$ après de le laisser. D'accord, donc tu penses que ça peut marcher jusqu'à 1 an, pas plus, un livre, parce que l'année d'après, ouais. Le livre est périmé. Ouais. Ou 3 mois. Et tu sais, quand on peut louer un bouquin comme ça pour 5$ plutôt que l'acheter à 100$, on peut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas tant de différence que ça et que finalement on peut se servir de ce à la place. Ah, moi j'ai pas mal fonctionné comme ça quand j'étais. En fait, tu peux le louer un semestre parce que tu viens de finir le semestre. Ouais. Et après, ou 3 mois, parce que les cours en général c'est 3 mois. Donc tu peux le louer donc, pendant les quarters et après, l'année d'après, bon, récupérer. D'ailleurs, ça va être mis en place. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est toutes les associations d'étudiants, en fait, ils sont regroupés pour dire il y en a marre. Il y en a marre de cette situation, les prises en otage par les publishers et les profs qui sont un peu complices du système, on veut changer ça. Et ce qu'ils ont mis en place comme recommandation pour toutes les universités, c'est de mettre en place un système de location, mais au sein de l'université. C'est l'université qui va acheter les bouquins et qui va les louer aux élèves. Donc, c'est bien que la location, c'est le gouvernement qui donne les livres, ils les reprennent à la fin de l'année et ils les redonnent l'année d'après aux étudiants. On ne va pas l'appeler location en France parce que ça donne l'impression que l'État fait du business avec les gens. Ici, il y a moins ce problème-là. Même si c'est la même chose in fine. Et donc, effectivement, ce qui va être mis en place, mais à l'horizon, tu vois, dans 10 ans, c'est que les universités commencent à gérer la location des bouquins à leurs élèves, s'ils le souhaitent. C'est un peu le système français, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce ne sera pas sous le gouvernement, mais sous l'université. Voilà. En France, c'est sous le gouvernement. C'est le gouvernement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y aura de la vente pure? C'est pas vraiment. Si tu gardes l'objet une semaine, il est à toi. Ah oui, un petit peu comme du leasing en fait. Ouais. C'est-à-dire si je loue quelque chose 10$ par jour pendant une semaine, c'est 70$. Si l'objet vaut 70$, tu peux le garder. Ouais. En fait, c'est pas vraiment l'idée fondatrice de Zilog. Zilog, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça n'existe pas encore une place de marché de la location entre les gens. Par contre, tout ce qui est vente d'objets entre les gens, ça c'est super connu. C'est Craigslist, c'est eBay, c'est ce que tu veux. Donc nous, on veut vraiment spécialiser sur la location. On pense que c'est intéressant, ça intéresse les gens, ça ouvre de nouvelles possibilités. Et tu sais, quelqu'un qui va louer à quelqu'un d'autre quelque chose pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, le locataire va se dire bon, finalement, j'aimerais bien le garder, il va très bien faire affaire ensemble. C'est comme à la bibliothèque, si les fees sont très élevées, ils te disent achetez le livre sans payer les fees. Je savais pas. Ouais, c'est-à-dire si tu loues un livre à la bibliothèque et tu loues le rang, chaque jour tu dois payer, disons 35 cents que tu comptes. Après, au bout d'un moment, finalement ça fait des compteurs. Donc quand tu vas, tu dis j'achète le livre. Et comme ça, tu ne payes pas les fees. Effectivement, ils font ça parce qu'ils n'ont pas de système de caution. C'était le cas dans notre système à nous, il y a un système de caution. Donc avant d'arriver à l'extrémité où les fees arrivent au niveau du prix de moi j'étais toujours en retard et je finissais toujours par acheter le livre. C'est marrant parce que moi je suis super ponctuel. Mais c'est peut-être parce que finalement tu aimes bien le concept de propriété. Non, parce que j'ai oublié de le rendre. Oui, d'accord. J'ai oublié de le rendre et donc je finissais toujours par acheter le livre. Ouais. Donc c'est bien pour les gens de ma personnalité peut-être de louer jusqu'à que c'est à toi. Et puis si la personne n'a pas le temps d'aller de eBay pour vendre quelque chose, elle peut appeler le propriétaire et dire bon, je peux le garder, je t'envoie un chèque. Exactement. Et j'aime bien ton objet, c'est exactement ce que je voulais comme caméra, je la garde. Nous, on a mis les gens en relation et ensuite les gens font un petit. Et ça va peut-être varier votre commission.
Alors aujourd'hui le système est gratuit, donc on ne peut pas vraiment parler de commission. Ah non, c'est complètement gratuit. Ce qu'on veut, c'est que les gens servent du service. Et in fine, lorsqu'on aura quelque chose qui vraiment fonctionne avec suffisamment d'objets qui soit vraiment intéressant pour les propriétaires et les propriétaires, parce que là on mettra en place un système qui sera un petit peu comme la vente sur eBay, c'est-à-dire que tu payes le dépôt d'annonce comme les autres. Et voilà, il y a un petit truc, donc si tu vas louer un objet à 5 $ la journée pendant 10 jours, tu vas récupérer 50 $, et tu vas entre 3 et 5 $. Voilà. C'est prévu dans un an quand le site sera bien connu. C'est prévu en 2008. En 2008, ouais. Pour l'instant, c'est juste pour faire du bouche à oreille. Oui, en fait, les gens se servent du site et qu'il y ait un maximum de gens qui mettent en location leurs biens. Parce que plus il y aura de biens disponibles, plus ce sera intéressant pour les gens. Et donc, on essaie de faire vraiment démarrer cette dynamique aujourd'hui. Ça marche aussi pour les meubles. Ça marche pour les meubles aussi, pour n'importe quoi. Est-ce que les business auront le droit d'utiliser ton service? Oui, et en fait, il y a deux familles. Par exemple, il y a Court Furniture qui loue comme business, c'est leur business de louer des furniture. Et ils peuvent mettre ça aussi sur ton site. Oui, absolument. Ah, donc c'est pas fermé au business. C'est absolument pas fermé au business. En fait, notre but, c'est que si à un moment tu as un besoin ponctuel et que tu as envie de louer quelque chose, quoi que ce soit, tu vas chez nous et on va te montrer autour de chez toi qu'est-ce qu'il y a disponible, soit chez les pros, soit chez des particuliers. C'est intéressant pour toutes les compagnies qui louent. Ouais, c'est ça. Même Hertz. Même Hertz, pourquoi pas. Voilà, eux ils sont contents, ils se feront de la pub. Et vu que c'est chez nous que les gens vont venir quand ils veulent faire quelque chose, eh bien ils ont tout intérêt à être passionnés de ces choses. Donc eux aussi c'est dans votre intérêt d'avoir des grosses boîtes parce qu'il y aura beaucoup de trafic. Parce que ce sera plus facile d'avoir énormément de points de location. C'est ça qui est intéressant. Oui. Mais aussi parce que le mot sera vite trouvé sur Google, on va le trouver aussi sur la site. Oui. Voilà, donc si un mot vraiment connu, ton site sera de plus en plus connu. Ouais. Parce qu'il va apparaître par les moteurs de recherche, c'est ça. Donc moi, mon nom, il va pas être très connu, mais si tu mets quelque chose qui appartient à une autre boîte, et peut-être que, par exemple, des compagnies comme Office Depot ou même Circuit City, tout ça, vont peut-être penser que c'est une bonne idée qu'on essaie de leur projet. Surtout quand ils veulent s'en débarrasser. Oui, absolument. Alors, quand ils veulent s'en débarrasser, il y a peut-être aussi quand ils mettent en place des nouveaux produits et ils veulent les faire connaître à la population, mais ça coûte peut-être un petit peu cher, peut-être que les gens ne sont pas encore prêts à l'acheter, mais peut-être qu'ils ont envie de l'essayer. Et la location, ça peut être un moyen d'essayer. C'est quelque chose qui commence à se développer. Et je pense que ça va pousser beaucoup, parce que la location par rapport à la propriété, dans des environnements urbains où on a peu de place pour stocker des choses, c'est quelque chose qui est amené à se développer. Maintenant, ils viennent de sortir une caméra avec un disque dur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'acheter de cassette. C'est un iPod avec une caméra, c'est un petit peu les deux en même temps. Voilà, c'est ça. Et donc il y a le disque dur, et donc tu enregistres quand tu veux, et après tu uploads dans ton computer, et après tu peux effacer. Et donc c'est le disque dur que tu peux effacer et réutiliser. Donc là, c'est cher, c'est 800-900 $. C'est beaucoup plus cher qu'une caméra digitale où tu as tout le temps besoin d'acheter la cassette. Donc ça vient de sortir sur le marché. C'est la même chose que les digital cameras, tu as besoin d'acheter des pellicules à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais bien peut-être essayer un jour. Écoute, je m'en occupe. Je vais contacter tous les professionnels de toute façon de matériel audiovisuel. Oui, Best Buy ou Long. Voilà. Je peux le dire de nous. Ok. Donc je vais essayer cette caméra un jour. Mais je me demande justement quel sera leur prix, parce que je sais que si tu vas par exemple sur Adobe Laser par exemple et tu veux louer une caméra, c'est hyper cher, c'est 150 $ par jour. Donc là, on peut acheter la caméra. C'est-à-dire que le prix de louer est hyper cher. Donc les compagnies qui devraient mettre des trucs à louer sur ton site ne devraient pas faire des prix exorbitants.
Oui. À moins que comme tu dis, tu es libre de mettre des prix exorbitants. Tu es libre de mettre des prix exorbitants. Ça voudrait dire que tu n'as vraiment pas envie de le faire louer. Mais là où c'est intéressant justement d'avoir la liberté de fixer son prix, c'est que tout d'un coup, les loueurs professionnels vont se retrouver sur le même plan qu'un loueur particulier, lequel n'aura pas forcément envie de se faire des millions sur sa caméra, mais a plutôt envie qu'elle serve à quelque chose finalement. Et donc peut-être qu'on trouvera une affaire plus intéressante en faisant affaire avec son voisin plutôt qu'avec Best Buy qui est un petit peu plus loin. Et une fois que les gens auront pris l'habitude de ce système, eh bien Best Buy va se dire il faudrait peut-être que je baisse un petit peu le prix quand même. Donc finalement on introduit une dynamique de marché dans quelque chose qui va forcer la concurrence. En fait, les caméras qui sont vraiment mises sur le marché pour être louées, ce sont les caméras professionnelles. Donc, c'est des caméras que les gens ne veulent pas nécessairement acheter parce qu'elles coûtent 5 000 $, par exemple. Donc, mais une fois que tu la loues beaucoup, autant que tu l'achètes, ça m'attire. Si tu la loues 50 $ par jour, si tu la loues toutes les semaines, finalement, elle est à toi. Voilà. Mais les gens louent quand même parce que les modèles changent tout le temps. Et là, en ce moment, ça évolue super vite. La vidéo, c'est devenu un moyen d'expression qui devient de plus en plus accessible. Chaque année, il y a des évolutions. Il y avait le petit disque avant, dans la caméra. Et maintenant, c'est vraiment le disque dur. Je ne sais pas que c'est après, mais je suis sûre que ça va évoluer. Par exemple, pour un blog de Zilog, j'ai besoin d'une caméra. Donc si les gens pouvaient mettre leur caméra en location, ça me permettrait de facilement mettre des blogs vidéo sur le blog de Zilog, parce que ce que j'aimerais, c'est faire des petites histoires, voir les gens qui ont loué quelque chose à quelqu'un d'autre. La qualité de la vidéo. Parce que c'est ça que tu peux faire un upload de oui, oui, absolument. Montrez-moi la qualité de votre caméra. Alors sur la description des objets, je ne propose pas d'uploader des vidéos parce que là ça deviendrait un peu ingérable en termes de bande passante. Mais par contre sur le blog de Zilog, je veux mettre des mini-reportages vidéo parce que chaque transaction qui se passe sur notre site, en général c'est toujours une histoire un petit peu rigolote. Si tu veux, par exemple j'ai acheté ce costume de Spider-Man, j'ai payé 150 $ pour Halloween l'année dernière. Il va rester pendant 15 ans dans mon placard sans que personne l'utilise. Tiens, je le mets sur Zilog. Et l'année prochaine, tu as quelqu'un qui habite à 3 blocs de chez toi qui va te contacter et tu ne pourrais pas me louer ton costume. En fait, ça va être logique. Les gens ils vont louer de particuliers qui sont à côté de chez eux. Oui. C'est l'intérêt en fait de situer les objets accessibles autour de ton adresse. Comme ça, tu sais où tu peux aller. Donc tu peux entrer ton quartier sur ton site. Ouais. Quand tu crées ton profil, en fait, tu donnes ton adresse et ton zip. Et c'est là où apparaîtront les objets que plus tard tu mettras en location. D'accord. C'est comme un peu Craigslist où on te donne un quartier. C'est ça. Donc c'est une version web 2.0, je ne sais pas si ça veut dire grand chose, mais c'est beaucoup plus évolué que l'état technologique auquel Craigslist a été créé, si tu veux. Mais ça permet surtout de faire la géolocalisation, ça permet de mettre du multimédia, des images, de faire quelque chose de très interactif. Et tu es dans quelle ville? Alors évidemment on a ouvert un peu aux États-Unis. C'est 300 millions. C'est 300 millions de personnes, oui bien sûr. Mais alors on est quand même focalisé sur les environnements urbains denses, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes. Chicago, Los Angeles, etc. D'accord. Et après, là c'est la France, l'Angleterre, puis ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir un petit peu partout. Si jamais tu sautes sur l'Allemagne, tout d'un coup, je leur traduis. Oui, bien sûr. Toute l'architecture du site est prévue pour que justement on puisse faire les choses de manière progressive et ouais, tout à fait. Et donc la première année, c'est prévu qu'il n'y aura pas tellement d'entrée d'argent, c'est ça? Oui, c'est toujours comme ça le modèle de start-up, c'est-à-dire qu'on investit dans un concept et puis une fois qu'il a fait ses preuves,
on peut le décliner en fait, j'avais une autre start-up l'année dernière qui s'appelait Qu'est-ce que tu cherches? Tu poses une question et quelqu'un qui va avoir le site répond à la question. Et je ne crois pas que ça a tu vois, c'est un concept qui est intelligent, mais il faut que le concept clique. Ouais, c'est ça. Et puis, à chaque fois qu'il y a une bonne idée, il y a aussi deux facteurs qui sont super importants. C'est qui le fait et à quel moment. Et le time to market, ça c'est vraiment essentiel. Parce que qu'est-ce que tu cherches, finalement c'est un site de questions et réponses. Et en ce moment, tu as Yahoo Answers, tu as LinkedIn, pareil, un système de questions. Et donc c'est des nouveaux produits qui sont sortis, mais finalement, ceux qui le font marcher, ce sont les grands établis qui ont déjà une base d'utilisateurs. Donc si je vais sur Google, je peux poser une question. Il y a des systèmes et c'est des questions, c'est l'ordinateur qui répondra à ta question, pas un humain. Par exemple, je cherche un restaurant chinois dans tel quartier, est-ce qu'il y en a? Bien, je cherche une robe Chanel, quelque chose qui va et un utilisateur va répondre à la question. Mais est-ce qu'une grosse boîte pourrait faire ça? Et en fait, oui, si. Je crois même qu'il y a une start-up qui s'est montée sur un système de moteur de recherche. Ce n'est pas des machines et des serveurs qui vont chercher sur Internet de choix de c'est des gens qui ont répondu aux questions et qui mettent ces réponses-là en ligne. Et si tu poses une nouvelle question, c'est quelqu'un qui va chercher la réponse. Et ça pour moi c'est assez intéressant parce que ça veut dire que... Il y a des gens qui travaillent et qui cherchent la réponse. C'est ça, en permanence, dans un staff de 50 personnes, qui cherchent les réponses des gens. Mais ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que finalement on a réussi à créer des systèmes virtuels, etc. qui marchent vachement bien. Alors, il y a le social networking, maintenant on a tous ses amis en ligne, on leur envoie des messages et on interagit avec eux. Tout ça c'est en ligne, mais finalement on revient un petit peu à la notion de virtual community vers la actual community. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Zilog en disant, bon, voilà, vous faites des transactions en ligne tout le temps, et maintenant, si vous le faisiez avec vos voisins. Il y a beaucoup d'idées, mais en fait, le problème de tout ça, c'est que ça va permettre aux gens peut-être de se rencontrer un peu plus. Et d'un autre côté, je ne sais pas, si les gens ont besoin d'aller au magasin finalement. Mais en fait, ils auront quand même besoin d'aller au magasin parce que c'est pas exactement les mêmes besoins. Si tu as besoin de refaire ta terrasse, je pense que tu auras du mal à trouver un voisin qui a la bétonneuse et le système professionnel qui va avec. Là, ça vaut le coup. Voilà. Si tu organises ton mariage, je pense que tu n'auras pas, c'est pareil, de voisin qui a 50 chaises pliables, 30 tables de 10 personnes, etc. Donc c'est pas exactement la même chose. Nous, on a vraiment introduit toute une nouvelle frange d'un marché entre guillemets, c'est-à-dire des nouveaux types de biens. Ils font ça en Israël. Quand une femme a un bébé, il y a tout un système, on lui prête tout ce dont elle a besoin et après ils reprennent. C'est-à-dire on lui prête la layette, le bassinet, le truc, le berceau, tout ça. Et dès que le bébé il a un peu grandi, elle peut aller. Parce qu'au lieu de jeter tout ça, il y a une autre maman qui peut l'utiliser. Parce que ce sont des trucs qu'on utilise qu'un mois peut-être, deux, pas plus. Ouais, et après tu le prends et tu le mets dans le monde. Il y a un système, mais c'est organisé, disons, par un système de communauté plutôt que par un internet. Mais c'est vrai que ça peut se faire aussi sur internet. Il y a une nouvelle maman qui a besoin, parce que tu sais, les nouveau-nés, ils mettent des habits la première semaine, qui ne leur vont plus un mois plus tard. Et ainsi de suite, parce que les nouveau-nés, c'est très vite. Donc ce système, c'est très bien pour les nouveau-nés. Tu as complètement raison. Au lieu d'acheter ça chaque fois. Voilà. Donc, tu peux le louer. Tu peux louer toute une layette. Une belle maman.
C'est une excellente idée. En fait, vous aurez des sections peut-être. Ouais. Alors, on a déjà, tout est organisé par catégorie. Ouais. Donc ça va des outils à tout ce qui est équipement électronique, à tout ce qui est salle, par exemple une salle pour répéter de la musique, pour faire du dessin, un garage, une station. Et tu tapes le mot et il y a un moteur de recherche qui cherche. Soit tu tapes le mot, effectivement, un moteur de recherche, soit tu cliques dans les catégories. Et tu cherches ton mot. Et tu cherches ton mot dans les catégories. Soit tu écris l'endroit où tu veux chercher. Et tu as une carte qui va sortir autour de l'adresse. Et donc, il y a des ingénieurs qui ont fait ça pendant combien de temps ça a pris pour développer tout ça? Je pense que le projet de développement a dû durer une année et il y a eu 6 mois de développement massif où là on a bien travaillé sur les nouvelles technologies. Donc ça a été réalisé de telle manière que ce soit quelle époque, on peut le mettre à l'échelle, on peut très facilement modifier les choses, parce que en ce moment c'est ce qui se passe, on vient de sortir, donc on a beaucoup d'utilisateurs qui reviennent vers nous et qui nous disent « Ah, ça serait bien si vous rajoutiez cette catégorie, ah, ça serait bien si vous rajoutiez cette fonctionnalité, etc. » Donc on traite tout ça, et le système est fait de telle manière à ce qu'il est très, très facilement évolutif. D'accord. Et donc, toi, tu es venu après que ça a été mis en place? Absolument. Moi, je suis arrivé pour lancer et pour développer le site aux États-Unis. D'accord. Donc, toi, ta formation, c'est plutôt dans le marketing. J'ai une formation mixte, ingénieur et entrepreneuriat. Pas marketing, entrepreneuriat. Donc, ça enchaîne un petit peu le marketing, le commercial. D'accord, je crois que j'ai un peu compris là, il a parlé un peu plus fort. C'est ça. Ouais, on est dans un hôtel. Donc, ouais, j'ai compris. Bon, mais la troisième partie que je voulais développer, c'est ton adaptation. Comment tu t'adaptes à vivre ici? Au début, c'était bon, tu savais que tu étais alloué, tu n'étais pas en permanence ici. Mais maintenant, ça y est, tu as été acheté par ta femme. Et tu vas rester en permanence. Ouais. C'est une adaptation en plusieurs étapes. Je dirais que c'est un petit peu comme l'impression d'être bilingue. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois passés aux États-Unis ou dans un autre pays, tu reviens en France et tu as vraiment l'impression d'être bilingue. Tu as l'impression que tu te débrouilles bien. Tu vois. Ensuite, tu retournes aux États-Unis, tu te rends compte que finalement, il y a encore un monde de progression accessible. Et tu progresses, et puis d'un moment, tu te dis, ah, cette fois-ci, ça y est, je suis bilingue. Et tu rentres en France, et tu te dis, ah ouais, vraiment, je suis bilingue, tu reviens, tu te dis, ah non, là, il y a encore énormément de choses à faire. C'est un petit peu la même chose pour l'adaptation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me sentais vraiment intégré, j'avais compris un petit peu la manière dont les gens interagissaient, raisonnaient, etc. Mais comme les gens sont tous différents ici, ouais. tu as toujours quelque chose à découvrir. Et en fait, non, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à apprendre. Chaque semaine. En fait, chaque semaine, vous aurez des nouveaux objets. C'est ça. Mais oui, non, c'est vraiment un process d'apprentissage continu, si tu veux. Et puis, l'adaptation, c'est quelque chose d'assez... La seule chose qui te manque finalement, c'est la famille. Ah oui, donc la famille, bien sûr. Mais au mode de vie, tout ça, tu t'es adapté, ça va. Je me suis adapté, mais je pense que j'ai encore beaucoup de room for adaptation. Ah d'accord. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais l'habitude de faire en France que tu ne fais plus ici? Le dimanche, qu'est-ce que tu faisais en France? Tu dormais jusqu'à midi comme la plupart des Français. Ça m'est arrivé. Non, mais les Français ont des habitudes différentes que les Américains. Ouais. Je dirais que c'est plutôt la manière de faire les choses plutôt que ce que je fais. Ah d'accord. Ici, je vais peut-être faire plus de choses, mais en m'y prenant de manière un petit peu différente. Tu gères pas tes rendez-vous avec les gens, tiens on va se dîner, on va se rencontrer, tiens on va faire quelque chose de la même manière. Ici c'est beaucoup plus logique, flou, chaotique, ça revient sur ses pattes, mais c'est pas structuré, alors j'ai mon agenda, alors là je fais ça, là je fais ça. Quand tu vois les gens, quand tu invites les gens à dîner, c'est pas du tout structuré de la même manière,
c'est moins structuré de manière générale, pour faire une grossière généralité. Donc oui, l'adaptation, c'est quelque chose qui se travaille. Et la première fois que je suis venu ici, j'ai commencé par avoir de la distance. Quand j'ai commencé à comprendre un petit peu la culture, j'ai commencé à avoir de la distance par rapport à la culture d'ici. Puis ensuite, quand je suis revenu, j'ai eu l'impression d'avoir un peu de la distance par la culture française. En fait, on est toujours un petit peu entre ces deux mondes. Parce que c'est assez européen quand même. C'est assez européen. Alors moi j'ai tendance à dire aux gens qui viennent souvent et qui disent souvent, alors San Francisco, c'est la ville la plus européenne des États-Unis. C'est vrai. Et moi je trouve que c'est pas vraiment vrai. Et alors bon, je suis pas allé dans tous les coins d'Europe, hein, mais je peux parler pour la France. Je pense que si les Français disent ça, c'est parce qu'ils aiment cette ville, qu'ils se sentent proches, qu'ils trouvent que les gens sont sympas et qu'en fait ça casse tous leurs préjugés par rapport aux États-Unis. Et donc ils se disent c'est bien, donc c'est européen, donc c'est comme chez nous. Et si les Américains disent ça, c'est parce qu'ils ont un petit peu le complexe d'être américains, ils comprennent un petit peu toutes les choses sur lesquelles ils sont jugés et cloués au pilori du manque de goût et de savoir-vivre. Et donc en disant ça, ils essayent en fait s'intégrer à l'européen, à être européen. Voilà, travailler sur le contexte. En fait, j'ai une blague. Les Américains, ils disent quand vous allez dans un restaurant français, il y a deux verres. Un plein d'eau et un vide. Un plein d'eau. Un qui est, il y a de l'eau dedans. Dans un restaurant français, il y a deux verres. Un avec de l'eau et un qui est vide. Attends, c'est le masque communicant, c'est pas. C'est un quand tu as soif et un quand tu n'as pas soif. Mais en fait, en France, il y a deux verres parce que c'est un pour le vin et un pour l'eau. Alors qu'aux États-Unis, il met qu'un seul verre. Ils mettent qu'un seul verre. Donc, c'est ça la différence de culture. Les Américains disent je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, c'est vert vide. Ça, c'est les Français. Donc, c'est peut-être aussi dans les petits détails comme ça, comment tu mets la table. Je pensais à. Oui, il y a énormément d'étapes, et de manières différentes de gérer les choses. Et je pensais à un truc il n'y a pas longtemps, c'est que j'avais l'impression, en prenant une sorte d'image, que une manière de regarder un petit peu cette différence, c'était aussi j'avais l'impression que les Américains ils marchent la tête haute et les Français ont tendance à un petit peu regarder en bas. J'ai jamais remarqué ça. T'as jamais remarqué ça? Et le truc qui va après, c'est que les Américains ont toujours marché à la tête haute, quel que soit leur niveau de difficulté, etc. Et s'ils arrêtent de marcher la tête haute, dans ce cas-là, ils se retrouvent par terre. Mais un Américain sera toujours positif et optimiste par rapport à l'avenir. Tu veux dire du point de vue sens figuré, au sens figuré. Mais je pense que ça se vérifie aussi au sens propre. Parce que c'est une réflexion que je me suis faite en croisant les regards des gens dans la rue, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Ils sont beaucoup plus optimistes. Ouais. Positifs. Ouais. Ils poussent ça depuis l'école. Parce que c'était positif, c'est positif. Donc les gens essayent d'avoir cela. Alors qu'en France, c'est pas un concept très enseigné. Voilà. On repose sur tellement d'années de tradition, coutume, éducation, etc., dont on est très fier et dont on a raison d'être très fier. Mais du coup, on a un petit peu peur du changement, de la remise en question de quoi que ce soit. En fait, oui, tu as raison. Les Français se font beaucoup plus de soucis. Voilà. Ça, ils sont toujours si tu vas dans le métro, ils sont toujours ouais. Pour le métro, c'est vrai que c'est une expérience traumatisante. Je comprends un petit peu. Mais je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Oui. Mais je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. On a l'impression que ça a toujours été comme ça parce que ça a été le cas pendant les 20 dernières années. Et pour moi, c'est la majorité de ma vie. Mais je suis sûr que pour la génération d'avant, il y avait beaucoup d'optimisme, beaucoup d'entrain. En fait, les optimistes étaient plutôt dans les petites villes, pas dans les grandes villes. Les grandes villes, il y a la tension, il y a le stress, il y a le rat race, tout ça. Mais dans une période où les gens ont confiance, ont l'impression que les choses avancent, le fait d'être dans ce contexte-là urbain où beaucoup de choses se passent, ça peut aussi faire dégager beaucoup d'optimisme. Par exemple, tu vas à Manhattan, c'est
c'est le paroxysme du contexte urbain. Oui, j'y étais d'ailleurs. Voilà. Et les gens sont super positifs et contents d'être là. Et quand ils s'arrêtent de marcher, paf, ils sont par terre, ils sont épuisés. Mais en attendant, ils continuent à marcher. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Manhattan, par contre, j'ai trouvé que c'était très européen, l'air. Oui. Oui. S'habiller vraiment comme des Européens. Et ici, il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a beaucoup de choses perceptibles. Manhattan, c'est vrai que c'est plus... Là, je sors de Chine, donc je suis apparentée. Mais je ne suis pas vraiment accoutumée française. Mais c'est vrai que Manhattan, c'était comme un défilé de mode parce qu'il faisait beau le jour où café là-bas. Et je me sentais un peu en France. C'était bien. Il y avait tout un gradient de couleurs entre le bleu, le marron, le et donc du coup c'était beaucoup plus familier. Je me sentais vraiment pas. Et en plus c'est beaucoup plus près sur l'Atlantique. Par contre ici c'est un peu plus les Chinois, Hawaï, énormément. La communauté asiatique, quand je dis là, en fait, plusieurs. Disons, le Sunset, c'est déjà 57% d'Asiatiques. Donc, il y a une très grande influence asiatique. De tout, quoi. Naturel, la vie de tous les jours. Oui, la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'influence asiatique. Donc, apparemment, tu t'es très très bien adapté. Donc, non seulement parce que tu es jeune, mais en plus parce que tu es éduqué, tu connais toutes les deux langues bien. Oui. Et, j'aime bien, tu es étudiant aussi dans une université. Les gens qui ne s'adaptent pas, en fait, c'est les gens qui vont, disons, dans le métro de San Francisco, ils ne savent pas lire, tout ça. Donc, ils ne sont pas européanisés, ils ne sont pas. Mais par contre, quelqu'un qui est éduqué, c'est les jeunes qui repèrent tout rapidement. Alors, il y a ça, et il y a peut-être deux autres choses, et là, je ne sais pas, ça peut peut-être intéresser les gens qui regardent. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai pas essayé de recréer un petit contexte social des amis français, on va sortir entre français, c'est comme une soirée fromage. J'ai fait le contraire, je suis dans une grande maison bleue sur une colline avec plein d'Américains, et donc j'ai découvert leur façon de faire. Donc tu t'es dépaysé toi-même. Je me suis dépaysé moi-même, et ça, je pense que pour moi c'était l'expérience qui était beaucoup plus riche que d'essayer de recréer son petit cocon franco-français au sein de la ville. Et la deuxième chose, c'est qu'une réaction qui est vraiment relativement inévitable du français qui va venir pour la première fois pendant un certain temps aux États-Unis, c'est d'être toujours dans la distance et de dire chez nous ça c'est mieux, chez nous c'est différent, ça c'est mieux, mais toujours en prenant le point de vue du français qui regarde les choses, il va regarder les bagnoles, il va regarder les autoroutes, etc. Et je pense que c'est vachement important de ne pas prendre cette espèce d'état d'esprit où on va tout juger les choses avec toute cette distance et en les comparant à notre référentiel qu'on connaît, mais il faut lâcher un petit peu tout ça, il faut se détendre, respirer, s'intégrer, faire l'éponge et regarder les choses avec un œil nouveau. Et au fur et à mesure qu'elles arrivent, s'adapter. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ensuite on rentre chez soi et on prend cette distance inverse. Et là, on comprend beaucoup plus de choses et on apprécie 100 fois plus ce qu'on appréciait déjà, mais sans savoir pourquoi. Et donc c'est assez intéressant. C'est vrai qu'une fois qu'on a vécu vraiment ici, il y a des gens qui préfèrent revenir ici. Par contre, il y en a d'autres, même s'ils ont la green card, parce que la famille c'est le plus important. Donc ça dépend de ce qui est important. La manière de vivre ou la famille. Il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, il y a et tu penses que, par exemple, si tu t'es marié avec une Française, tout aurait été différent, je suis sûre. Cathy, qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, oui, tout aurait été différent. Tout aurait été différent. Mais le fait d'avoir passé cette année à l'étranger en immersion totale, ça a complètement changé.
petit peu à tout. Ouais. Bien sûr, on peut continuer à parler pendant toute l'après-midi, mais bon, on t'a connu un petit peu, là on te connaît un petit peu. Je ne pose jamais des questions personnelles, combien de frères, de frères ou de sœurs que tu as, tout ça, c'est mon privé. Je ne fais pas comme le DBF qui rentre dans le fait. Donc, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. J'ai bien compris ton site. Maintenant, je vais aller le voir et je vais voir si c'est aussi facile que tu le décris. Avec ça me fait Il très faut que je plaisir. pense à quelque chose à lui. D'accord. C'est facile. Sur le site, il y a plein de suggestions de petites idées. Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui ont loué pendant Halloween? Oui, en fait, on a lancé la semaine d'après Halloween. Donc, pour le ça coup, c'est pour les costumes. ouais. Peut-être, je sais pas, bientôt les fêtes, peut-être des arbres de Noël. Exactement. Les décorations de Noël. Tiens, voilà, c'est ça. D'accord, Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. DBF, ta femme la prochaine fois. Oui. On dirait qu'elle parle français là. Elle parle très bien.